Allez, on va commencer. يا فيروز رانا باش نبداو. يا فاتن رانا باش نبداو. Bienvenue au stand Nirvana pour la présentation du livre de mon ami Jom'a Suissi. C'est un ami qui m'est très cher. Et son livre, c'est Imaginons des professeurs heureux. On reviendra sur l'explication de ce titre. Le livre se présente en deux parties. Une première partie intitulée Ce que le professeur n'est pas ou ne doit pas être. Décliné en plusieurs chapitres, 6 je crois, et la deuxième partie, c'est le suspense. Il n'a pas mis de titre, mais on le devine à travers les titres des chapitres. Et on reviendra donc au contenu de ces deux parties. Globalement, le livre se présente sous la forme d'un récit où se mène le parcours de l'élève témoignant de son rapport avec ses professeurs et avec l'institution éducative, et le parcours de l'enseignant qui s'entremêle. Il y a des va-et-vient entre le parcours de l'élève et le parcours de l'enseignant. C'est très agréable, ce va-et-vient entre le témoignage de l'élève sur l'éducation qu'il a reçue et qui l'a conduit à devenir un professeur, et le professeur qui a exercé pratiquement toute sa vie professionnelle, 35 ans d'enseignement secondaire. Ce n'est pas très courant. Donc 35 ans d'enseignement, et le récit également est ponctué de réflexions profondes faisant appel à des philosophes, à des spécialistes en sciences de l'éducation. Mon collègue et ami Philippe Mérieux, j'étais très content de trouver mon collègue et ami Philippe Mérieux cité par Jom'a Suissi. Je suppose que tu ne l'as connu que par l'écriture, toi. Eh oui, moi c'est un ami, on était dans la même université, très engagé pour l'éducation, l'instruction, et on reviendra à Jom'a qui nous explique un peu, il emploie les deux termes, éducation et instruction. Quelle différence il fait entre les deux, s'il en fait une, et quel est le volet qui fait sa préférence? Est-ce que c'est l'instruction ou l'éducation? Et son parcours d'enseignant, il préfère en parler en termes de métier plutôt qu'en termes de profession, si j'ai bien compris. Métier comme celui du menuisier, du céramiste, de l'ébéniste, des métiers de l'art, où on n'est pas un simple exécutant, mais on imagine,
on crée. Il emploie le terme grec poésis, la place à la poésis dans le terme métier qui disparaît avec le terme profession. Et il regrette qu'on ait troqué le terme métier pour celui de profession qui devient simplement une technique d'exécuter des programmes décidés en haut et où l'enseignant n'est qu'un exécutant. Il n'y a aucune place à l'improvisation. Et l'improvisation est très importante dans la deuxième partie du livre. Il consacre un chapitre à l'importance, les charmes de l'improvisation, l'importance de l'improvisation et à ce qui est improbable et avec ce qui accompagne l'improvisation et le probable comme la peur dans le ventre à chaque rentrée, le trac qui chez les artistes vient avec la maîtrise du métier. Il y a une blague. Une jeune artiste fait une première fois son film devant un grand metteur en scène. Il lui a dit, est-ce que vous avez le trac? Elle lui dit, ah non, pas du tout. Il lui a dit, ça viendra avec le métier. Et chaque rentrée, c'est la peur, le trac, comment il va s'acquitter, je préfère dire, plus que métier, de sa mission. C'est une mission. C'est une mission que Jom'a défend en faisant appel au rapporteur du commissaire de l'instruction publique Condorcet à la Révolution française. Avant la Révolution française, et il le cite longuement, l'instituteur du mot instituer, mettre debout. Condorcet disait que l'instruction publique a pour objectif de former des citoyens difficiles à gouverner parce qu'ils ont acquis l'esprit critique. Les enseignants doivent se demander s'ils sont en train de former des citoyens difficiles à gouverner ou de former des gens dociles, serviles, appliquant les instructions sans aucun effort de création, d'imagination. Et il y a un chapitre sur l'importance de se rebeller dans la deuxième partie. L'instituteur doit être un rebelle, mais il doit aussi former des esprits rebelles. Le métier d'instruire n'est pas celui d'inculquer des savoirs, mais de former l'esprit critique des futurs citoyens qui doivent être difficiles à gouverner. Je ne veux pas monopoliser trop la parole. Il y a des passages merveilleux, j'en ai repéré quelques-uns, si on a le temps. Je ne sais pas de combien de temps on dispose. Je peux vous lire quelques passages merveilleux, mais je vais signaler. On a une heure. Il commence le livre par ce qu'a dit Albert Camus, le message d'Albert Camus
à M. Germain, son instituteur. Au moment où il recevait le prix Nobel, il a pensé à son instituteur, sans qui il n'aurait pas eu le prix Nobel de la paix. Camus également a inspiré Joma depuis qu'il était petit, au lycée, fréquentant la bibliothèque du lycée, lisant, il en cite deux, L'étranger d'Albert Camus et Le vieil homme et la mer d'Ernest Hemingway, qui l'a fait penser à son père, pêcheur. Et le métier de son père, il le voyait au départ comme un métier difficile. Après avoir lu Ernest Hemingway, c'est devenu un métier tragique. Et le tragique est très important dans la démarche il y a de très beaux passages sur le passage de la difficulté au tragique, sur l'importance de l'ennui qui est une école. L'ennui, quand on y est dedans, on peut avoir une attitude négative. Ce n'est pas le cas de Jean. L'ennui, c'est ce qui permet après de mieux apprécier le plaisir. Le plaisir, c'est ce qui vient à la fin de cette épreuve qui est la nuit, et l'effort de vaincre la nuit. Donc, s'il y a des très beaux passages, et là aussi tu reviens à Pascal, les pensées de Pascal qui t'ont inspiré par rapport à cela. Donc vous voyez, le livre, c'est pas seulement un récit sans profondeur, sans réflexion, c'est un passage entre le récit, il parle de son ennui, de sa peur de quitter la famille à la fin du week-end pour retourner à l'internat, mais sans cette peur, il n'aurait pas eu la motivation pour déployer les efforts pour sortir de la nuit, sortir de la peur et devenir ce qu'il est. Alors, la lettre, il y a quelque chose dans le texte qui m'a fait penser à la lettre de Camus à M. Germain. Un message, plutôt, ce n'est pas une lettre, c'est un message. C'est dans son discours, quand il a reçu le prix Nobel. C'est la lettre que tes élèves, l'une des lettres que ses élèves lui ont envoyées pour lui dire ce qu'ils pensent de son enseignement, de ce qu'il leur a apporté, sans narcissisme aucun. Et c'est ça qui est très... Il y a un chapitre sur le narcissisme 20, le narcissisme pathologique. Lui, il dit, bien sûr, le meilleur message qu'on reçoit, c'est ce que nos élèves nous disent de la manière dont ils ont reçu notre enseignement. Il y a le sentiment d'appréciation, de satisfaction devant la gratitude, qui n'est pas le narcissisme. Donc c'est très important. Alors, je vais terminer parce que je vais vous laisser quand même le temps de lire le livre. Je vais simplement vous donner envie de lire le livre. Si on a le temps, je vous lirai quelques passages qui m'ont personnellement, certains m'ont donné envie de pleurer quand ils quittent la famille à la fin de la semaine et pour aller à l'école, et le bus qui le transporte à l'internat, donc qui était son voyage vers l'enfer.
Hein? Mais ce voyage vers l'enfer était aussi un voyage qui le stimule pour sortir de cet enfer-là. Et quand il cite Condorcet, et j'arrête là-dessus, il dit Condorcet que l'enseignant ne doit pas simplement faire ses cours et rentrer chez lui. Et il y a quelque chose que je m'a en horreur, c'est travailler en fonction du salaire qu'on reçoit. Ça, c'est... Il ne l'admet pas. L'enseignant, non seulement il doit faire son enseignement en s'y investissant par-delà l'histoire du salaire et de ce qu'il va gagner, de ce qu'il va rapporter, mais l'enseignant doit aussi, en dehors de l'école, faire des conférences publiques, jouer le rôle de l'intellectuel. Et les conférences publiques, Joma en sait quelque chose. Hein? Les clubs de lecture à Nèble connaissent cet aspect de Joma qui n'était pas seulement un enseignant au lycée de Nèble. Et avant, il a commencé à Sidi Amour Bouhajla, puis à Korba, puis il a terminé au lycée pilote de Nèble, préparant les élèves au concours des grandes écoles, entre autres. Donc, Joma, en plus de son travail dans lequel il s'impliquait, qu'il aimait, et qui le rendait heureux, qui le comblait, c'est ça le principal salaire d'un enseignant. C'est le bonheur qu'on a quand on a fait ses cours et quand on a la joie qu'on procure dans les yeux de ses élèves. Joma, je ne sais pas s'il l'a fait avant d'avoir découvert Condorcet ou après avoir lu Condorcet sur l'enseignant qui doit faire des conférences publiques. Pour moi, ce qu'il en dit, c'est l'instituteur de l'école républicaine qui, le soir, après le cours, va à l'église pour apporter la contradiction au curé et casser ce que le curé disait aux parents d'élèves, hein, pour leur inculquer, pour les mettre en garde contre l'école publique, l'école laïque, l'école qui met debout, qui forme des citoyens difficiles à gouverner. Joma, il a accompli les deux volets de la mission que Condorcet attribué au métier, je préfère ton terme, ou à la mission de l'enseignant. Alors Joma, j'ai quelques questions à te poser. Imaginons des professeurs heureux. J'aimerais bien que tu nous expliques pourquoi faut-il imaginer des professeurs heureux. Est-ce qu'on ne peut pas penser comme ça, spontanément, que les professeurs sont heureux? Pourquoi faire cet appel à l'imagination pour parler du bonheur des enseignants? J'ai d'autres questions à te poser, j'y viendrai. Je te donne la parole maintenant. Ton public t'attend. Hein? C'est Joma qui Il a l'habitude de me présenter. Il a commencé par me présenter lui-même et par présenter mes livres. C'est Mohamed Benour, il a dit des paroles qui sortent des tripes. Le livre de Joma, il sort des tripes. C'est pas un récit intellectuel sec, c'est un récit ponctué de réflexion, mais les réflexions comme le récit sortent des tripes. Alors, bonsoir tout le monde et merci d'être là. Je voudrais remercier tous ceux qui se sont déplacés, qui ont fait l'effort d'être là ce soir parmi nous et principalement mes amis du Nèble Book Club
qui ont fait l'effort de venir depuis Nablus. Encore une fois, merci. Merci, Chérif, pour cette belle et gracieuse présentation. Chérif Ferjani, on ne le présente pas. Chérif Ferjani, comment le présenter? Est-ce que, effectivement, d'abord, le militant qui a passé toute sa vie, finalement, à militer en faveur des droits, de la liberté, etc., qu'il a payé de sa chair parce qu'il a fait de la prison pour ça, mais aussi c'est un grand intellectuel qui a, bien sûr, enseigné pendant des années à l'université de Lyon. Il est spécialiste de civilisation arabe, civilisation islamique. Il a beaucoup de publications et jusqu'à aujourd'hui, finalement, il fait des tournées un peu partout dans le monde et bien sûr, il donne des conférences et il essaye d'apporter davantage de lumière à ce monde qui, aujourd'hui, me semble-t-il, est en train d'être gagné par les ténèbres. Voilà. Non, c'est peu de choses finalement par rapport à ce qu'on pourrait dire de Chérif Ferjani. Alors, pour ce qui est de ce livre, justement, Chérif, il a tout, bon, je dirais pas qu'il a tout dit, mais il est allé vers l'essentiel, justement, en parlant de Condorcet. Oui, Condorcet, c'est une référence pour moi. Alors, est-ce que j'ai attendu de lire Condorcet pour essayer justement de travailler dans cette perspective-là, c'est-à-dire dans la perspective du professeur intellectuel qui n'est pas simplement un tâcheron de l'éducation nationale qui devrait tout simplement se plier à l'accomplissement de protocoles standardisés, ou bien est-ce que effectivement, voilà, donc le professeur c'est quelqu'un qui réfléchit, qui a une vision, qui a un projet, qui a une utopie, qui a des rêves. Et je me semble-t-il, voilà, j'ai toujours eu cette utopie et ce rêve-là. Et oui, quand j'ai découvert Condorcet, je me suis rendu compte effectivement que mes idées, que ce que je pratiquais, allait dans le sens de Condorcet, mais également de toute cette pensée des Lumières, parce qu'il n'y a pas que Condorcet, c'est toute la philosophie des Lumières finalement qui considère que l'éducation, c'est pas bien le rôle du professeur, ça ne doit pas être simplement de dispenser des cours, de dispenser des connaissances et des savoirs scolaires, mais c'est quelqu'un également qui devrait apporter plus que ça, c'est-à-dire quelqu'un qui devrait avoir également pour mission de former le futur citoyen de demain, etc. Alors, pour parler de mon livre, je vais d'abord dire 2 petits mots sur la jeunesse du livre, puis je vais dire 2 mots sur la philosophie qui sous-tend ce livre. Je parlerai du professeur également et de ses qualités, et puis je terminerai par une petite phrase sur la réforme qui se prépare et ce que je pense éventuellement de cette réforme. Alors, pour la jeunesse de ce livre, voilà, il est parti d'une question. Hein. C'était la fin de l'année, j'allais partir à ma retraite, et puis il y a une jeune fille, 14-15 ans, qui est venue me poser la question, comme ça timidement, avec des yeux comme ça qui brillent de lumière, etc. Il m'a dit, monsieur, à votre avis, c'est quoi un professeur? C'est quoi un professeur? Bon, je lui ai répondu comme ça très rapidement. Je lui ai dit, voilà, bon, c'est un métier, c'est un beau métier, noble, mais ça reste un métier finalement un peu dur et improbable. Voilà. Et je vous avoue que cette question m'est restée comme ça, accrochée à la conscience. Et voilà, arrive la rentrée scolaire, et c'est cette matinée d'octobre, voilà, bon, je me souviens que j'étais vraiment mélancolique, j'étais pas triste, pas du tout, hein, donc l'idée que j'allais partir à la retraite, ça me chagrinait pas du tout, je considérais ça finalement comme, voilà, d'abord une fin tout à fait naturelle, mais c'est l'ouverture sur autre chose, c'est une liberté également, mais j'ai eu quand même un petit pincement au cœur. Voilà, j'ai fait 35 ans, 35 rentrées, ouais, et quand j'ai dit 35, là finalement, ça vous donne une idée sur la rapidité du temps qui passe, hein, ça passe très très rapidement, hein, 35 rentrées, c'est 35 ans. Et là, je me suis dit, tiens, ce matin, j'ai plus de rentrée. Voilà, plus de rentrée, je suis dans ma véranda, ça y est, c'est terminé. Ah, vraiment, c'est terminé le lycée, ce rituel, ce réveil le matin. Et puis la question de mon élève m'est revenue à l'esprit. Je me suis dit, tiens, je vais me mettre à l'envisager effectivement comme une réflexion qui pourrait déboucher sur quelque chose.
Et surtout que ce livre, je le portais au moi. Hein. C'était pas cette question-là qui a initié la réflexion sur ce que c'est qu'un professeur. Je la portais au moi parce que durant toute ma pratique de l'enseignement, je me suis toujours posé des questions. Voilà, donc j'ai toujours eu un rapport réflexif par rapport au métier. Je me posais toujours des questions sur la validité de ce que je fais, sur le sens de ce que je faisais, sur effectivement est-ce que j'avais tort ou bien j'avais raison de faire telle ou telle chose. Est-ce que finalement ce que nous pédagogues qui nous mettent comme ça, nous enjoignent de suivre un peu d'une manière un peu transcendante, est-ce que c'est vraiment ça ce qu'il fallait faire ou pas? Et je remettais toujours en question à la fois le sens de ce qu'on nous demandait de faire et puis l'efficacité. Et surtout la question du sens par rapport à certaines choses. Par exemple, la pratique de l'explication de texte et l'approche structurale qui consistait tout simplement à étudier un texte, non pas en allant vers ce que le texte dit en profondeur, ce qu'il véhicule comme étant idée, comme pensée, comme réflexion, etc., comme esprit critique, mais voilà, tout simplement une explication linéaire, par exemple, qui consiste à décrire un peu le texte et comment il fonctionne, le schéma narratif et tout ça. Et toutes ces approches-là, depuis que j'ai commencé, vraiment m'ont interpellé et je ne trouvais pas tellement de sens à cela. Et je prenais à chaque fois mon petit pas de côté pour essayer de donner du sens à ce que je faisais. Et je pense que très tôt, je me suis dit finalement que le métier d'enseignant, c'est un métier qui doit être un métier libre. Voilà, si c'est pas un métier libre, ça n'a absolument aucun sens, surtout pour un professeur de langue ou bien pour un professeur de sciences humaines d'une façon générale. Et donc voilà, donc c'est comme ça que je me suis mis à réfléchir sur cette question-là et que j'ai envisagé de décrire ce livre-là, rester à mettre en forme ces idées que je portais en moi. Et j'ai trouvé cette forme hybride entre d'un côté la réflexion et puis le récit. Je dirais pas le récit, mais même l'anecdotique, parce que chaque réflexion, j'ai tenté de l'illustrer avec une petite anecdote personnelle que j'ai vécue moi personnellement pour incarner les idées, pour que les idées ne soient pas des idées abstraites, pour donner littéralement corps et chair à ces idées-là. Voilà, ça c'est pour la genèse du livre. Pour ce qui est maintenant de la philosophie qui sous-tend ce livre-là, à partir de la moitié des années 1970, et là bien sûr je parle sous le contrôle de Schliff, qui a beaucoup travaillé sur cette question, qui a écrit même un livre sur la question, voilà commence l'émergence de l'idéologie néolibérale. Voilà, l'idéologie néolibérale qui va tout simplement consacrer, donner les pleins pouvoirs à l'économie, qui va financiariser l'économie, financiariser le monde. Et désormais, finalement, bien sûr, il fallait casser tous les bastions qui pourraient éventuellement constituer des lieux de résistance par rapport à cette idéologie néolibérale. Bien sûr, l'école on a fait les frais également. Voilà. Il fallait que l'école soit tout simplement envahie par cette idéologie néolibérale. Et comment l'envahir? Eh bien, il fallait en finir avec le professeur intellectuel que nous avons connu, nous, dans les années 80 et avant, c'est-à-dire le professeur qui faisait plus, comme l'a dit Schliff tout à l'heure, plus qu'enseigner des savoirs, et qui était effectivement quelqu'un qui nous dispensait de la culture et qui avait pour principal souci de former le citoyen, de former l'esprit critique, etc. Il fallait donc en finir avec le professeur intellectuel, il fallait en finir avec la transmission, il fallait en finir également avec la culture. Voilà, la culture à l'école, c'est terminé, et bien désormais, voilà, on va travailler avec la pédagogie par objectif. On va essayer tout simplement de faire de l'école le lieu où on va donner des certificats et on va tout simplement par la suite se créer des fonctionnaires, des ingénieurs, des médecins, mais des ingénieurs et des médecins qui ne portaient pas de culture, qui ne portaient pas de projet, qui ne portaient pas de rêve, qui ne portaient pas de citoyenneté. Et donc, oui, on a vraiment tout cassé. On a cassé la citoyenneté, on a cassé l'esprit républicain, on a cassé et brisé également toutes les valeurs humanistes qui étaient fondateurs de l'école à la base. Et donc, voilà, la philosophie qui sous-tend ce livre-là, il est à la fois républicaine, mais également humaniste. Républicaine, la res publica, c'est la chose publique, c'est-à-dire que l'école devrait absolument
former le futur citoyen. Le futur citoyen, c'est un citoyen émancipé, comme l'a dit Chérif tout à l'heure. Émancipé, c'est-à-dire qui sait bien sûr réfléchir, c'est quelqu'un qui peut prendre des décisions, c'est quelqu'un qui ne se laisse pas non plus dominer, asservir par l'appareil idéologique de l'État, mais pas que ça, par toutes finalement les chapelles qui assignent à résidence, toutes les assignations à résidence, qu'elles soient intellectuelles, qu'elles soient idéologiques, qu'elles soient religieuses, qu'elles soient sociologiques, qu'elles soient de quel ordre que ce soit. Voilà, donc c'est ça la mission d'une école républicaine. Et donc, moi, je revendique qu'il y ait justement ce retour à cela, que l'école puisse de nouveau jouer ce rôle-là, le rôle finalement de l'éducation à la citoyenneté, c'est-à-dire le citoyen qui respecte les règles, qui respecte les lois et qui respecte les règles de la vie en commun. On voit très bien aujourd'hui que nous sommes dans une société où il n'y a plus de citoyens, où finalement nos adolescents, etc., pour ne pas utiliser le mot, mais je vais l'utiliser quand même, on a de plus en plus aujourd'hui affaire à des sauvageons qui ne respectent aucun code ni aucune règle. Et ça, c'est la crise de l'éducation, c'est la crise de l'école. L'école ne transmet plus de savoir. Et puis, voilà, le deuxième, finalement, principe philosophique sur lequel, justement, je m'appuie, ou bien auquel je fais référence, c'est l'humanisme. Voilà, l'humanisme. Et tout à l'heure, tu as fait référence à Philippe Mérieux, que je considère comme l'un des plus grands penseurs aujourd'hui de la pédagogie et de l'éducation, qui a écrit un livre merveilleux avec Abnoul Bida qui s'intitule « Grandir en humanité ». Voilà. Donc il s'agit, et ça, l'humanisme évidemment, c'est pas nouveau, hein. L'humanisme il est très ancien, il vient même de la Grèce antique, mais surtout l'humanisme de la Renaissance, avec Montaigne, avec Erasme, avec Rabelais également, et bien sûr qui se prolonge pour devenir toute une tradition au XVIIIe siècle, et qu'on remet en cause aujourd'hui, mais à tort, parce que je considère qu'aujourd'hui on a besoin de réenchanter l'humanisme, et je crois que Chérif il est en train de préparer quelque chose, j'espère te lire prochainement sur cette question de l'humanisme. Alors, l'humanisme, en deux mots, voilà, c'est, comme le disait Montaigne, créer bien l'homme et d'humain. Voilà, créer bien l'homme et d'humain, c'est-à-dire cet homme qui serait capable justement de montrer ce qu'il a de plus humain en nous. On est tous finalement des humains en potentialité. Voilà, nous sommes des humains, nous sommes un projet, comme le dit Sartre. On n'est pas homme, on le devient. Et on le devient, mais on le devient dans un environnement sociologique, dans un environnement culturel et aussi dans un environnement scolaire. Et plus une société est consciente de cet enjeu-là, elle est consciente finalement de ce que doit être l'homme, quand on a une certaine idée de l'homme, eh bien, on peut opter, on peut aller vers justement cette éducation qui pourrait éventuellement faire advenir l'humanité en l'homme. Mais quand il n'y a pas cette prise de conscience, comme c'est le cas aujourd'hui, parce que nous vivons dans un monde où l'humanité est complètement occultée par les valeurs de la performance, les valeurs de l'efficacité, c'est l'idéologie dominante du néolibéralisme, eh bien ça devient extrêmement compliqué et difficile encore une fois, de faire advenir cet homme encore une fois, que nous portons en nous. Il me semble effectivement, et là je le revendique vivement, que l'école devrait avoir ce rôle-là, devrait jouer ce rôle-là, c'est-à-dire qu'on devrait avoir de nouveau cette prise de conscience que l'école doit aussi former l'homme. Elle doit donner aux élèves les moyens de prendre conscience de leur humanité, mais de développer leur humanité. Et là aussi, la culture peut jouer un rôle très très important dans cette humanisation de l'élève, parce que qu'est-ce que c'est qu'un élève, hein? Ça vient du verbe élever. Hein? Donc l'élève, c'est quelqu'un qui, normalement, il est inscrit dans un projet d'élévation, de s'élever à la fois rationnellement, mais s'élever éthiquement par ses valeurs. Et c'est le rôle de l'école. Des élèves qui ne s'élèvent pas, à mon avis, derrière finalement cet échec de l'élévation des élèves, il y a un dysfonctionnement, pour ne pas dire une démission, de la part de l'école et de la part de ceux qui y travaillent. Et donc, voilà, encore pour en conclure sur ce point-là, je revendique justement une école qui devrait à la fois enseigner de nouveau aux élèves, ou bien plutôt qui devrait
permettre aux enseignants de travailler dans cette double postulation, la postulation à la fois républicaine, voilà, pour créer le citoyen, mais humaniste, pour essayer justement de créer cet homme de demain, c'est-à-dire cet homme qui est capable d'humanité. Alors, un petit mot sur le professeur. Voilà, le professeur. C'est vrai finalement que par moment je ne suis pas très tendre avec le professeur. Je ne suis pas dans la complaisance. Hein. Je ne suis pas dans la complaisance parce que il y a des professeurs démissionnaires et il me semble que quand on est démissionnaire, on ne peut faire rien de bien ni de beau dans la démission. Je parle du professeur et je parle d'un certain nombre de qualités que le professeur devrait avoir. Bien sûr, bon, je suis lucide et je le dis, c'est un métier extrêmement difficile, extrêmement compliqué, surtout par rapport à ces temps qui courent. C'est un métier ingrat, c'est un métier qui est mal payé, ça c'est sûr, mais ce ne sont pas des raisons pour que le professeur finalement démissionne ou bien pour que le professeur fasse comme devise dans l'exercice de son métier, je travaille à proportion du salaire que je gagne. Ça c'est scandaleux, ça c'est affreux, ça c'est impardonnable, ça c'est absolument catastrophique. Et ça je le dénonce. Alors, un professeur pour moi il doit être passionné, voilà, la passion. La passion qui est récusée par beaucoup de gens. Effectivement, je me rappelle que quand j'ai commencé le métier, il y a des gens qui m'ont mis au mag. Attention, attention, surtout pas de passion. Il ne faut pas être passionné parce que la passion épuise, parce que la passion tue. Non, la passion ne m'a pas tué. Non seulement elle ne m'a pas tué, mais elle m'a construit. Et elle m'a tout donné, la passion. Et j'espère que je vais pouvoir la garder pendant longtemps. Hegel disait finalement que tout ce qui a été fait par l'humanité, il a été fait par la passion. On ne fait rien de grand sans la passion. Un ingénieur qui n'est pas passionné, il ne peut rien faire. Il ne peut pas devenir un bon ingénieur. Un médecin qui n'est pas passionné non plus. Un journaliste. Donc derrière toute finalement grande œuvre, il y a forcément de la passion. Il faut se donner à ce métier. Et puis pourquoi ne pas être passionné? Parce qu'on a peur. Je dis dans mon livre finalement que voilà, il vaut mieux mourir à 50 ans après avoir accompli quelque chose que de moisir de toute sa vie finalement dans l'ennui et dans la démission et mourir à 90 ans sans avoir rien accompli de bon. Alors, bon, le professeur, oui, il travaille dans des conditions extrêmement compliquées aujourd'hui, mais il est, bien sûr, il a tous les atouts, et ça, pour répondre à la question de Steve tout à l'heure, il a tous les atouts pour être un homme heureux, pour être un professeur heureux. Mon titre, c'est un clin d'œil au mythe de Sisyphe. Hein, le mythe de Sisyphe d'Albert Camus. Imaginons Sisyphe heureux. Je vais aller un peu vite. Sisyphe, c'est le héros de l'absurde par excellence, hein, parce que Sisyphe, condamné par les dieux à une tâche absolument ignoble, il doit pousser un rocher jusqu'au sommet d'une montagne, et puis voilà, le rocher qui s'écroule, et Sisyphe, il doit de nouveau s'y mettre à l'action, au travail, etc. Il ne fait que ça. Et probablement à l'instant où je suis en train de vous parler, Sisyphe, dans le monde souterrain, il est en train de pousser son rocher, le pauvre. Mais effectivement, donc il est le héros de l'absurde par excellence. L'absurde, c'est le non-sens absolu, voilà. Et Dieu sait que nous sommes confrontés à la question de l'absurde quotidiennement. Hein, quotidiennement, on est confronté à cette question, on se pose des questions sur le sens de ce qu'on fait. Est-ce que la vie que nous menons a un sens? Est-ce que le quotidien que nous menons a un sens? Etc. Et cette question de l'absurde, elle nous fatigue. Elle nous fatigue et elle peut nous donner des envies de suicide, ou bien elle peut nous donner... Bon, Camus nous dit que l'absurde, il débouche sur deux illusions. La première, finalement, c'est l'illusion métaphysique, c'est de croire à une vie après la mort pour essayer tout simplement d'apaiser sa souffrance, ou bien deuxième évasion, c'est tout simplement le suicide. Mais Camus nous dit il y a une solution qui est encore meilleure, ni suicide, ni illusion métaphysique. Oui, c'est tout simplement le consentement à la vie, consentir à la vie, et non pas simplement survivre, mais vivre. Comment vivre? Par l'amour et l'action. Par l'amour et l'action, voilà. Et ça, je le dis par rapport à ces professeurs qui passent toute leur existence à se plaindre. Voilà.
voilà, à pousser des jérémiades sentimentales, insulter le jour, finalement, ils ont fait le choix de ce métier, etc. Alors, quoi, au lieu de se plaindre, au lieu de rejouer sa vie en s'imaginant médecin, etc., eh bien, se dire, non, je ne suis pas médecin, non, je ne suis pas ingénieur, voilà, je suis professeur et je dois absolument accepter d'être professeur. Et du coup, finalement, lorsque on peut avoir cette lucidité-là, là, voilà, s'ouvre peut-être une autre perspective, s'ouvre un autre angle de vue, et cet angle de vue se dit comment, voilà, ça débouche sur la question, comment je peux être un professeur heureux en m'accommodant de ma situation. Et là, c'est possible, c'est une chance le travail de professeur, c'est une chance parce que le professeur, il a une scène, il a un public. Et il a énormément, 1001 scénarios à écrire avec ses élèves une année durant. Voilà, des scénarios. Parfois, ça rate le scénario. Parfois, on se trompe de virgule. Parfois, on se trompe de grammaire, etc. Mais on peut, effectivement, on a tout 35 ans. Imaginez quelqu'un qui passe 35 ans de sa vie à s'ennuyer, à s'emmerder, à pester, contre le jour où il a fait ce choix-là. Mais c'est quand même tout à fait absurde. L'absurde, il est là. Il n'est pas dans le métier de professeur. L'absurde, il est là. Et donc, voilà, je me dis que, à un moment donné dans mon livre, je dis que ce métier, il n'accepte pas le juste milieu. Ce métier, il fait du professeur soit un damné, voilà, un malheureux absolu, soit il fait de lui un élu. Et c'est vrai que c'est une élection. Quand vous réussissez dans ce métier, quand vous voyez finalement dans le regard de vos élèves de l'admiration, de l'amour, quand vous donnez effectivement de l'espoir à vos élèves, eh bien, je crois que c'est la plus belle récompense qu'on pourrait avoir de ce métier. Et c'est pas donné à tout le monde. Oui. Donc voilà, pour imaginant des profs heureux, et moi je pense effectivement, encore une fois, que oui, ce métier, il peut être un métier heureux, mais pourvu qu'encore une fois, on change d'angle de vue et qu'on l'envisage autrement. Et encore une fois, le professeur, c'est quelqu'un à qui, aujourd'hui, qui a plutôt la chance, désormais, parce que quand j'ai écrit ce livre-là, je me suis dit que on est dans un tournant, on est dans un tournant civilisationnel. Et que c'est un livre qui va peut-être à contre-courant de ce qui se dit et de ce qui s'entend dans la société. Il y a un désenchantement par rapport au métier du professeur. Il y a des gens qui sont totalement dans la déploration. Il y a des gens qui ne croient plus à ce métier. Il y a un accablement total de la part pour les professeurs. Et moi je dis que les moments sont venus, que nous sommes encore une fois dans un tournant, dans une tectonique de plaques civilisationnelles, et que l'enseignement, il n'est pas derrière nous, il est devant nous. Il est devant nous et il faut réenchanter cette utopie-là. On ne peut pas avancer si on n'a pas d'utopie. Ce sont toujours les grandes utopies qui ont permis à l'histoire, qui ont permis aux sociétés d'avancer et d'évoluer. Et peut-être que finalement que l'utopie des siècles à venir, ça sera l'éducation. Et à un moment donné, je dis effectivement pourquoi pas une internationale de profs qui ferait internationale de professeurs, eh bien, qui ferait ensemble, qui créerait un projet de civilisation pour sauver le monde de la barbarie, parce que nous vivons dans un monde connecté, ça y est, il n'y a plus de frontières, Le monde dans lequel on vit actuellement, il est devenu tout petit, oui, et il y a des inter-influences, des inter-indépendances, et tout dépend de nous, finalement. Quelle humanité est-ce qu'on a envie de créer pour demain? Est-ce qu'on a envie d'une humanité ouverte d'esprit, une humanité tolérante, une humanité capable d'accepter la différence, et donc une humanité qui pourrait éventuellement bâtir un projet de paix, de concorde entre les humains, ou bien est-ce qu'on va tout simplement tomber dans le piège de tous les clivages politiques, de toute cette instrumentalisation politique, l'union conservatisme, etc. Et puis voilà, continuer à créer les clivages, continuer à créer les scissions, continuer à fabriquer la haine, l'intolérance,
et puis tout simplement précipiter l'humanité dans le gouffre. Oui, il faut avoir des projets, il faut avoir des ambitions, il faut rêver. Le rêve, à mon avis, ne coûte rien du tout, mais il pourrait quand même apporter quelque chose, serait-ce quelques-uns. Et puis voilà, j'ai trouvé comme ça par hasard cette idée chez un prêtre protestant qui s'appelle Cornelius, qui déjà au XVIIe siècle avait cette utopie-là. Il rêvait justement d'un projet mondial, universel, d'une éducation universelle qui pourrait éventuellement pacifier le monde et pacifier les rapports entre les peuples, entre les nations et entre les... Donc oui, je suis convaincu que l'éducation devrait être la priorité des priorités désormais, pas simplement ici, mais ici et ailleurs, avec bien sûr compte tenu de ce que nous voyons un peu partout dans le monde et cette montée de la violence qui touche aujourd'hui des enfants, des gamins de 12, de 13 ans. Il faudrait absolument faire quelque chose et l'école devrait se charger de ce problème. Alors, pour faire place au débat, je crois que l'heure, elle s'est passée très vite. Hein. Donc, deux mots sur... Avant, je vous ai promis quelque chose, c'est de vous lire quelques passages qui vous donnent une idée du style, de la qualité de l'écriture de Jum'a, et que vous allez découvrir. C'est un livre très agréable à lire, même si parfois on a l'impression on saute de l'enfance à la vie du professeur adulte et du récit à la réflexion. C'est ce qui rend le livre très agréable pour moi. C'est un côté très très important du livre. Alors, un petit passage quand il évoque la question de son élève qui a été à l'origine de la réflexion pour l'écriture de ce livre, qu'il habitait déjà avant, mais la question de l'élève a été peut-être l'occasion du passage à l'acte. Il dit, la page 10, plus de 2 mois après, tout juste après la rentrée des classes, assis dans ma véranda, sous un ciel vespéral d'automne, teinté de toutes les nuances du bleu et du gris lustré par l'or évanescent du soleil couchant, ce qui ressortait ces dernières gouttes de nostalgie dans mon âme, un peu languissante, un magazine à la main et la musique d'Oum Kalfoum, à peine audible dans les limbes de mon cerveau, comme pour compléter le tableau. Je me suis dit, dans un moment où cette question de mon élève m'est revenue, telle une illumination, maintenant que je suis parti à la retraite, après avoir donné 35 ans de ma vie à ce métier, le moment est peut-être venu pour oser une réponse que celle que tu as donnée tout de suite à ton élève, mais qui ne t'a pas satisfait. Tu disais, la réponse est, qu'est-ce qu'un professeur? C'est quelqu'un qui exerce une profession noble, dure et improbable. Et les 3 termes sont éloquents. J'ai un autre passage à la page 50 que je vais vous lire. Le bus, je vous ai parlé tout à l'heure de cet arrachement à la famille chaque week-end pour retourner à l'internat. Le bus était pour moi la locomotive de mon malheur. Il n'était pas tout à fait l'enfer, mais son commencement. L'enfer, c'était le dortoir, la nuit. Dans le bus, c'était des larmes timides que je cachais aux autres et qui tentaient de me consoler, étant conscient de mon état et amicalement compatissant. Les autres qui étaient avec toi, à qui tu voulais cacher tes larmes. D'ailleurs, certains étaient dans le même état que moi. Dans le dortoir, dans mon lit, une fois
les lumières éteintes, c'était le débordement. Mes larmes n'avaient plus aucune digue. Elles coulaient à flot dans l'intimité du noir de la nuit, sur mes joues et sur mes lèvres. J'en lapais quelques gouttes, dont je garde toujours le goût salé à la gorge. Bon, et après, il enchaîne, on était dans l'élève, il enchaîne sur le professeur. Tu viens de citer, et je vais terminer par là, et laisser la parole à l'assistance, l'idée nouveau défi de l'école. Cette école virtuelle pour qui l'enseignement, les cours sont devenus une marchandise. Et l'Internet, c'est le supermarché dans lequel chacun, il va chercher. D'ailleurs, qui pèse énormément, et tu le décris bien, sur les élèves, leur attitude par rapport aux cours. Ils deviennent comme des consommateurs qui viennent chercher à l'école ce dont ils ont besoin en fonction de cette motivation dictée par le net, le virtuel. Donc, et tu dis, j'avais envie de dire, cette McDonaldisation de l'enseignement comme de tout le reste. Hein? J'emprunte cette expression à un sociologue américain qui parlait justement de la mondialisation que les États-Unis d'Amérique essayent d'imposer au monde. Il dit ce n'est pas le mondialisme, c'est pas le cosmopolitisme, c'est pas le vivre ensemble, mais c'est la McDonaldisation du monde, c'est-à-dire imposer le mode de vie américain de McDonald's, de Macworld, etc. au reste de l'humanité. Et contre cela, tu termines. Je vais te laisser lire ce que j'ai terminé. La dernière phrase du livre, je me suis obligé de mettre mes lunettes pour lire. L'éducation des enfants et des adolescents est l'affaire de tous. Abandonnés à leur sort dans cette aventure, les professeurs risquent de n'être rien de plus que des Don Quichotte qui livrent des batailles à 10 moulins à vent. Et tu termines en disant bon courage à tous les professeurs, où qu'ils soient. Et ton appel à l'oral, je viens de l'entendre. Moi j'ai dit, professeurs de tous les pays, unissez-vous. C'est un manifeste pour l'international des enseignants contre la McDonaldisation de l'éducation et la McDonaldisation du monde. Là, si tu veux ajouter, parce que la parole est à toi, c'est toi qui a appelé à message. Il y a quelques non, questions. s'il y a des réactions de la part de l'assistance, on aimerait bien. Vous voulez parler, madame? Vous avez levé la main. Non, je cherche s'il y a des... Ah, d'accord. Il y a fait qui a levé la main. Non, non, non. Je suis sûre que tu vas pas lever. Alors on laisse la parole de la fin à Joma. Oui, voilà. بالحقيقة معناها ردة الفعل نتاع الحاضرين كانت صادقة أظن، معناها ما خلاو الزوز مقدمين معناها للعمل هذايا، ما خلاو حتى حاجة ما تذكرتش، بالرغم معناها من قصر المدة اللي خذاوها معناها في تقديم معناها هذا الكتاب الحدث. أنا بيدي